Combien de femmes faut-il pour contrebalancer la parole d'un seul homme ? C'est la question que je me suis posée lorsque l'affaire PPDA a éclaté. En février 2021, une femme, une seule, va porter plainte contre l'un des hommes les plus puissants et les plus adorés du pays. Elle s'appelle Florence Porcel et à l'époque, il y a à peine 2 ans, une bonne partie des médias et de l'opinion publique l'accusent de mentir, de vouloir la gloire et l'argent. Sa vie privée, les détails les plus crus de son intimité seront rapidement étalés sur la place publique. Patrick Poivre d'Arvor aura tout le loisir de se défendre dans l'une des émissions les plus regardées du pays et de porter les pires accusations à son égard. Tout ça parce que, visiblement, elle avait un livre à promouvoir, si j'ai bien compris. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme ? Et je ne peux pas expliquer, je ne suis pas dans sa tête, je n'ai pas demandé d'expertise psychiatrique. Tout d'un coup, on arrive sur quelqu'un qui construit une passion, apparemment, une passion, pardonnez-moi de vous le dire, mais non partagée. Est-ce qu'il faudrait s'excuser d'avoir la notoriété ? Je ne vais pas chercher la notoriété. Et qui, après... est en train de construire une fiction comme elle l'a fait avec son roman. Quand 8 autres femmes témoigneront plus tard dans Libération, accusant elles aussi l'ancien présentateur de faits de même nature, ce ne sera toujours pas assez. Certains commenceront à douter, mais toujours, notamment sur les réseaux sociaux, on se demandera si PPDA n'est pas simplement la victime d'un complot. Là encore, ces femmes seront présumées menteuses, affabulatrices, vengeresses. Ce n'est qu'après des mois d'investigation, plusieurs émissions, un complément d'enquête, une quarantaine de témoignages auprès de la police que l'opinion publique commencera à définitivement basculer du côté des victimes. Et celle qui a déclenché ce séisme revient aujourd'hui sur les conséquences de cette débâcle médiatique dans un livre qui n'est pas seulement un témoignage poignant, mais une réflexion construite et argumentée sur la manière dont la culture du viol protège les agresseurs en France et sur les progrès qu'il est urgent que nous fassions collectivement. Aujourd'hui, je reçois Florence Porcel sur le plateau de Blast. Florence Porcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice et aujourd'hui, vous venez de publier ce livre « Honte » aux éditions J.C. Lattès. Alors pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire, on va rapidement revenir dessus. En février 2021, vous accusez Patrick Poivre d'Arvor de vous avoir violé une fois en 2004 et une autre fois en 2009, dans un contexte d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir. Celui-ci répond immédiatement. Une tribune lui est notamment offerte sur le plateau de Quotidien. Il déclare ne jamais avoir eu le moindre rapport avec vous. Il vous attaque en justice pour diffamation. Il dit que vous menez simplement une opération marketing selon lui pour promouvoir votre roman. Mais votre témoignage, votre plainte va ouvrir la voie à de nombreuses autres femmes qui vont dans un premier temps venir vous soutenir, témoigner en votre faveur, raconter leur expérience, puis témoigner publiquement, puis d'autres plaintes suivront. Aujourd'hui, elles sont près d'une centaine à s'être exprimées, soit publiquement, soit anonymement, soit dans les coulisses, c'est bien ça ? Oui, on a une centaine de témoignages, nous, qui nous sommes parvenus. Maintenant, il y a 40 personnes, enfin une quarantaine de femmes qui sont allées spontanément parler à la police pour dénoncer des faits de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Il y a 23 plaintes à l'heure où je vous parle et à ma connaissance qui ont été déposées, dont 12 pour viol, dont un viol sur mineur. Donc ça, ce sont les chiffres à l'heure où je vous parle. Donc oui, le dossier est vraiment conséquent. Avant de revenir dans le vif du sujet de votre livre, qui sont les conséquences médiatiques de tout ce qui s'est passé, j'aimerais qu'on fasse un tout petit point judiciaire. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a 2 enquêtes en parallèle. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte en décembre 2021 suite à la plainte pour viol de l'une des victimes, qui est toujours en cours. Et il y a l'instruction pour ma plainte que j'ai déposée avec constitution de partie civile en novembre 2021. Et donc l'instruction est en cours et voilà. Et en février 2021, c'est le moment où l'information sort dans Le Parisien. À l'époque, vous êtes la seule victime à parler. D'ailleurs, vous ne parlez pas vraiment dans Le Parisien. C'est Le Parisien qui a l'information et qui va donc la sortir. C'est une déflagration. Il va y avoir votre nom partout, dans tous les médias. On a appris par ailleurs ce soir qu'une enquête préliminaire pour viol a été ouverte par le parquet de Nanterre à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor suite à une plainte déposée par une femme. L'écrivaine Florence Porcel l'accuse d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 dans un contexte d'abus de pouvoir. Le journaliste évoque des accusations, je cite, qui ne peuvent être que fantaisistes et annonce avoir saisi
Son avocat. Lui dit ce soir qu'il va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Il dit aussi qu'il se tient prêt à la disposition de la justice. Et immédiatement, PPDA, je le disais, va pouvoir aller sur le plateau de Quotidien, va pouvoir se défendre en utilisant absolument tous les arguments qu'il peut trouver, la défense qu'il peut trouver pour vous décrédibiliser, pour vous faire passer pour une menteuse, pour une séductrice, pour une folle presque. C'est vraiment ça, sans quasiment aucune contradiction en plateau à ce moment-là. Moi, je me demandais, et puisque j'avais regardé à l'époque cette interview en direct, vous, est-ce que vous la regardiez? Vous étiez où? Vous faisiez quoi à ce moment-là? Eh bien, oui, je l'ai regardé en direct. Je me suis posé la question, d'ailleurs. Mais oui, je l'ai regardé. C'était par un hasard du calendrier le jour de ma première audition. Donc moi, je sortais de 9 heures d'audition. J'étais vraiment décomposée déjà par ces 9 heures très éprouvantes, parce qu'une audition, c'est très, très éprouvant. Effectivement, je rentre chez les amis qui m'hébergeaient et quand ils m'ouvrent la porte, ils me disent, voilà, il vient d'être annoncé sur le plateau. Donc voilà. Donc j'étais entourée, j'étais pas toute seule. Et effectivement, ça a été un moment très pénible pour moi, vraiment très, très pénible. J'ai passé une seule journée. Globalement, le 3 mars 2021, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Mais voilà, ce qui est intéressant d'analyser, c'est la manière dont il s'est défendu. C'est-à-dire qu'il a un peu coché toutes les cases du bingo de la défense d'un mis en cause pour violence sexuelle. C'est-à-dire qu'il a fait passer sa victime pour une mythomane, pour une folle, pour une séductrice. Enfin, il le dit très clairement. J'ai senti que j'avais un peu troublé cette jeune femme, mais pas davantage. Il s'est rien passé. Elle m'a beaucoup écrit, à sa demande, tout le temps, en permanence. Quand elle dit qu'il y a eu viol, qu'elle vous accuse de viol... Mais je vous dis que absolument pas. Tout ça parce que, visiblement, elle avait un livre à promouvoir, si j'ai bien compris. Ça participe vraiment à la culture du viol telle qu'on la connaît aujourd'hui encore, malheureusement, en France. Il essaie de se vulnérabiliser à tout prix. Et ce qui est frappant, je le disais, c'est qu'il n'y a pas de contradictoire. C'est que sur le plateau, à un moment, il y a une question un petit peu, quand même, qui lui dit « mais voilà les faits quand même qui vous sont reprochés ». Mais dans l'ensemble, c'est une vingtaine de minutes, peut-être même plus. Oui, c'est une grosse vingtaine de minutes. Une grosse vingtaine de minutes où il peut dérouler cet argumentaire profondément sexiste, je pense qu'on peut le dire, sans contradiction. Est-ce que vous, quand vous allez porter plainte, vous vous attendez à ce qu'il y ait à ce point un tapis rouge médiatique qui lui soit déroulé à ce moment-là? Alors, à ce point, je ne sais pas. Je m'y attendais forcément. C'est quelqu'un qui est dans les médias depuis des décennies. Il s'y sent chez lui, il y est chez lui, il a tout. Voilà. Donc, oui, je m'attendais déjà à ce qu'il se défende, ce qui me paraît, somme toute, normal. Mais à ce point, un quasi-monologue d'une vingtaine de minutes, non, ça, sans contradictoire, ou quasiment pas. Non, ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Et encore une fois, en décrédibilisant et surtout en se victimisant. C'est ça. C'est le renversement de culpabilité. Enfin, c'est vraiment une des stratégies des mises en cause pour violences sexuelles qu'il a repris à son compte ce soir-là. Donc c'était très très pénible. Et aujourd'hui, pour beaucoup, on a vu, on a lu, on a entendu tous les témoignages des autres femmes. Donc ça il y a beaucoup de gens qui commencent à croire les victimes, mais il faut bien se représenter qu'à l'époque, vous êtes complètement seul. Vous y allez complètement seul. Est-ce que vous saviez qu'il y avait d'autres victimes? Est-ce que vous pensiez, en allant déposer cette plainte, que vous ouvriez la voie à ce point? Ou est-ce que vous avez vous-même été étonné quand même par le nombre de victimes, en tout cas de celles qui se disent victimes de Patrick Poivre d'Arvor? Alors moi, je savais depuis de nombreuses années que je n'étais pas la seule victime. Parce que j'en connaissais d'autres. Ce qui a été très, très surprenant pour moi, c'est toutes ces femmes qui sont allées spontanément déposer auprès de la police. Et ce qui m'a bouleversée, c'est, en lisant leurs dépositions, quand j'ai eu accès au dossier de l'enquête préliminaire, de voir qu'à la dernière question, toutes disaient, en fait, je fais ça pour que vous croyiez Florence, parce que, voilà, il faut la croire. Et ça m'a évidemment bouleversée, et je ne m'y attendais absolument pas. Maintenant... voilà, elles sont aujourd'hui près d'une quarantaine à s'être déplacées spontanément auprès de la police. C'est considérable, c'est un très très gros dossier. Mais non, alors je savais qu'on était beaucoup, mais qu'elles fassent la démarche, alors ça, c'était une surprise totale, vraiment. Ce que vous expliquez dans ce livre, c'est que de base, entre guillemets, une victime de viol ressent de la culpabilité, ressent de la honte, et dans votre cas, c'est complètement décuplé parce que votre histoire est étalée sur la place publique à charge contre vous pendant des semaines. Ça va durer. Et encore une fois, je m'en souviens pour avoir été témoin de ce moment-là où il y a des détails de votre intimité qui vont être révélés, où tout va être fait pour vous faire passer pour une menteuse, pour une folle, jusqu'à ce que finalement il y ait ces autres témoignages, cette enquête sur France 2, où là on va commencer à vraiment croire les autres victimes. Mais pendant des semaines, vous êtes complètement seul. Vous parlez dans ce livre de la culpabilité que vous avez ressentie bien avant. Bien sûr. Cette déflagration médiatique. Et c'est quelque chose qui est
peut-être difficile à comprendre pour quelqu'un qui est à l'extérieur, ce sentiment de honte, ce sentiment de culpabilité. Pourquoi est-ce qu'on ressent de la honte alors qu'on est victime de quelque chose ? Alors ça, c'est quelque chose qui s'explique historiquement. La manière dont la sexualité des femmes est vue, historiquement, elle n'est pas bien vue si c'est dans un cadre hors mariage. Enfin bref, il y a toute une histoire qui est d'ailleurs très très bien racontée dans le livre Moi aussi d'Irène Théry. Voilà. Donc ça vient évidemment de là et donc, il y a une histoire à ça, mais ça vient aussi de la culture du viol qui rejette la responsabilité sur les victimes. Et sur l'éducation qu'on a aussi en tant que petite fille. En tant que petite fille, on nous dit, quand on devient adolescente, si tu veux sortir tard le soir, ne t'habille pas trop court, bois pas trop d'alcool, enfin bon, bref. On nous fait croire que s'il nous arrive un problème, c'est qu'on aura été responsable par notre comportement, par la manière dont on s'habille, enfin bon, bref. Et donc, quand il nous arrive quelque chose, forcément, on se sent responsable et donc coupable. Et c'est là que la honte s'installe, parce que ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que quand on ouvre un dictionnaire à la définition de honte, c'est un sentiment de culpabilité suite à une faute commise. Voilà. Donc quand on a honte, le dictionnaire nous dit c'est de votre faute. Alors que non, je rappelle que le responsable et le coupable d'agression sexuelle ou de viol est toujours l'agresseur. Voilà, ce n'est jamais la victime, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle ait fait, qu'elle ait bu, qu'elle se soit habillée trop court, qu'elle y soit retournée, qu'elle ait des sentiments, peu importe en fait. Donc forcément, quand on est éduqué en tant que petite fille à faire attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit, à qui on voit, à quelle heure on sort, à comment on s'habille, etc. Et qu'on lui dit, si tu fais pas tout ça bien dans les règles, il va t'arriver des choses et ce sera de ta faute. Forcément, quand ça nous arrive, on pense que c'est de notre faute. Et ce que vous soulignez très bien dans votre ouvrage, c'est que ce rejet de la culpabilité sur la victime, pour un crime, ça n'existe que pour le viol. Ça n'existe que pour le viol. Pour tous les autres types de crimes, oui. Ça ne nous viendrait pas à l'idée, ça ne traverserait pas l'esprit. Mais non, mais bien sûr que non. Personne ne rejette la faute d'un cambriolage sur la personne cambriolée. Personne ne hurle à la présomption d'innocence d'un cambrioleur quand on raconte avoir été cambriolé. Ça n'existe pas. C'est vraiment très, très spécifique au viol et aux agressions sexuelles ou au harcèlement sexiste. Enfin voilà, c'est vraiment sur ces questions de violence sexiste et sexuelle qu'en tant que société, il faut vraiment qu'on bouge et qu'on réfléchisse à tout ça, vraiment au renversement de culpabilité qui est rejeté sur les victimes. Et pendant ce temps-là, évidemment, on ne reproche pas aux agresseurs d'avoir agressé. Et vous revenez sur la fameuse présomption d'innocence, qui est beaucoup utilisée dans les médias, dans les gens qui vont finalement défendre, sans le vouloir forcément, mais dès qu'il y a un homme qui est accusé d'agression sexuelle, de viol, on va dire attention, présomption d'innocence. Vous dites qu'il y a une présomption d'affabulation, en fait, pour les femmes de l'autre côté, et qu'il y a la présomption d'innocence n'est pas du tout appliquée de la même façon pour tous les autres crimes. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je décris dans le livre, c'est qu'il y a deux asymétries. La présomption d'innocence, à partir du moment où une plainte a été déposée, elle existe, il faut la rappeler, c'est la loi, c'est important, on est dans un état de droit, c'est tout à fait normal. Évidemment qu'il faut rappeler la présomption d'innocence. Maintenant, il y a deux asymétries. C'est que cette présomption d'innocence, elle est systématiquement brandie, parce que c'est vraiment le terme à utiliser, elle est brandie quasiment exclusivement dans le cas des violences sexuelles. Par exemple, quand quelqu'un fait de la fraude fiscale ou, je sais pas, il y a des emplois fictifs, ou enfin, tout autre crime ou délit, on entend assez rarement parler de « oui, mais il est présumé innocent, attention ». Oui, les journalistes prennent moins de pincettes, en général. Donc là, c'est une première asymétrie. La deuxième asymétrie, c'est que quand les victimes qui portent plainte pour violences sexuelles sont attaquées en retour, comme ça a été mon cas et celui de plusieurs autres victimes de Patrick Poivre d'Arvor, donc il nous a attaqués en dénonciation calomnieuse. Là, bizarrement, plus aucun journaliste ne hurle, ne brandit cette présomption d'innocence. Et pourtant, nous sommes tout autant présumées innocentes que lui, puisqu'il y a une plainte qui est déposée, etc. Et donc, c'est ces deux asymétries qui font vraiment le lit de la culture du viol et qui, encore une fois, insinuent qu'effectivement, il y a assez peu de chances qu'il soit vraiment coupable des faits dont on l'accuse, mais qu'il y a toutes les chances que ces victimes aient effectivement fait une dénonciation calomnieuse. Donc c'est vraiment ces deux asymétries qui sont vraiment un problème, je pense, aujourd'hui dans la société. Et juste rééquilibrer ça, je ne demande pas du tout à ce qu'on arrête de le présumer innocent. Enfin, c'est normal, j'ai déposé une plainte, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, j'aimerais que, quand je suis attaquée en retour, par exemple,
on me présume innocente aussi. Et surtout, la présomption d'innocence, j'aimerais qu'on le rappelle ici, n'est pas une forme de totem d'immunité. On peut, et vous le rappelez, être en prison et être présumé innocent. Oui, oui. Alors, effectivement, c'est une très bonne expression. Ce n'est pas un totem d'immunité. On peut être en prison, on peut être mis en examen. Il y a des tas de choses qui existent et qui ne sont pas du tout incompatibles avec la présomption d'innocence. Donc, c'est effectivement à rappeler, mais c'est à rappeler systématiquement à chaque fois que quelqu'un est mis en cause, quels que soient les faits pour lesquels il ou elle est mis en cause, et que donc, il faut vraiment rééquilibrer et rappeler la présomption d'innocence à chaque fois qu'il y a une plainte, c'est-à-dire que pour quoi que ce soit, même si ce n'est pas des violences sexuelles, et rappeler aussi la présomption d'innocence des journaux qui sont accusés en diffamation ou des femmes qui sont accusées en dénonciation calomnieuse. Et vous avez décidé de porter cette affaire en justice. Il y a très peu de femmes qui le font, finalement, on le sait aujourd'hui dans les chiffres, il y a plein de femmes qui ne vont pas porter plainte. Et quand on lit votre livre, qui est aussi un témoignage, vous rappelez et vous décrivez votre expérience, notamment avec la police, on comprend pourquoi. Parce que vous expliquez que vous n'avez pas été la bonne victime. Vous écrivez « Le viol est un crime qui se passe en silence, c'est très silencieux un viol, c'est très calme, si calme, vous seriez étonné. » Et en fait, vous déconstruisez cette idée fausse et cette idée reçue du viol, voilà, dans une ruelle sombre. Vous, c'est pas du tout votre expérience, c'est ce que vous allez essayer d'expliquer à la police. Et la police n'est pas du tout formée, en fait, tout simplement, à recevoir votre témoignage. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ce qui s'est passé ? Alors déjà, je voudrais rappeler des chiffres. C'est que dans 91% des cas, l'agresseur est connu de sa victime. Donc en fait, le mythe, parce que c'est un mythe, ça n'arrive quasiment jamais, le mythe de l'inconnu qui vous saute dessus dans un parking la nuit avec un couteau et qui vous fracasse physiquement avant de vous violer, ça n'existe quasiment jamais. Ça existe, bien sûr, ça arrive, mais dans l'écrasante majorité des cas, les viols interviennent dans le cadre de l'entourage, en fait. Et dans la moitié de 91% des cas, c'est un conjoint ou un ex-conjoint. Donc, en fait, un viol, en France, aujourd'hui, dans l'écrasante majorité des cas, c'est un homme connu de sa victime, dans le cadre soit du domicile ou chez un ami ou par un collègue, un patron, etc., et sans violence. Parce que la définition pénale du viol, c'est un acte de pénétration sexuelle commis par contrainte, violence, menace ou surprise. Donc, il n'y a pas forcément de violence dans un viol. Il n'y a pas forcément de cris, de coups, voilà. Ça, c'est le viol cinématographique, c'est celui qu'on a en tête. Et en fait, ça n'est pas ça. Voilà. Et effectivement, je suis tombée visiblement sur quelques policiers qui n'étaient pas au fait, ou en tout cas qui m'ont demandé de cocher certaines cases du bon viol ou de la bonne victime que je ne cochais pas. Parce que, encore une fois, la victime parfaite n'existe pas. La victime parfaite, c'est celle qui va porter plainte tout de suite, qui a des preuves ADN sur elle, qui pleure tout le temps, qui est dépressive, qui a des troubles du comportement alimentaire, enfin bon bref, ce qu'on imagine. Alors que dans l'étude du Haut Conseil à l'égalité qui est parue il y a quelques jours, une femme sur 3 déclare avoir été violée. Une femme sur 3. Et on est bien d'accord qu'une femme sur 3 en France n'est pas tout le temps en train de pleurer, dépressive, a des troubles du comportement alimentaire. Enfin, je veux dire, tout le monde a autour de soi des femmes. Et c'est pas marqué sur leur front qu'elles ont été violées, comme c'est pas marqué sur leur front que des hommes sont des agresseurs. Ça n'existe pas, en fait. La figure du monstre n'existe pas. Oui, les agresseurs et les violeurs sont des gens de notre entourage. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est très désagréable. C'est très désagréable parce qu'on n'a pas envie que notre mari, nos amis, notre cousin, nos frères, nos fils soient des agresseurs. On n'a pas envie de ça, mais c'est la réalité des faits. C'est la réalité des faits. Mais malheureusement, il y a encore trop prégnant dans la société, et aussi parce que la police n'est pas en dehors de la société, les magistrats ne sont pas en dehors de la société. En fait, ils viennent avec ces clichés. Oui, et ils nous demandent, en tant que victimes, de cocher un certain nombre de cases que toutes les victimes ne cochent pas. Ça, parce que ça n'existe pas, ou vraiment de manière statistiquement insignifiante. L'exemple que je prends dans mon livre, c'est l'exemple de Claudine Cordani, qui est une femme exceptionnellement courageuse, puisque c'est la première en France à avoir refusé le huis clos lorsque ces violeurs ont été jugés. Elle était mineure au moment des faits, donc il aurait dû y avoir un huis clos. Elle l'a refusé parce qu'elle a dit au juge ce n'est pas à moi d'avoir honte, c'est aux violeurs d'avoir honte. Pourquoi elle a pu le faire ? Pourquoi elle n'a pas honte ? Et c'est ce que j'essaye de décrypter dans le livre, c'est parce qu'elle coche toutes les cases de la bonne victime. C'est-à-dire que
Elle a eu les bons violeurs, c'est-à-dire des inconnus qui l'ont kidnappée, qui l'ont violée, il y avait une arme, etc. Il y avait de la violence. Il y avait de la violence, enfin voilà. Elle a réussi à s'échapper, elle est tout de suite allée dans un commissariat, elle n'avait pas pris de douche, elle était couverte de... Enfin, c'était vraiment sordide, donc il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il s'était passé quelque chose d'atroce. Enfin bon, bref, elle coche toutes les cases. Elle était mineure, enfin donc elle peut faire ça. donc elle peut faire ça. Donc elle peut se débarrasser de la honte. Elle a la capacité parce qu'elle coche toutes les bonnes cases. Bon, alors bien sûr, il y a un courage exceptionnel de dire c'est pas à moi d'avoir honte. Mais je pense aussi que le fait de cocher toutes les bonnes cases de la bonne victime, du bon viol, des bons violeurs, c'est la seule condition pour pouvoir ne pas avoir honte d'avoir été violée. Mais c'est en ça que votre témoignage me paraît profondément important, c'est que tout ce que vous décrivez, c'est vraiment cette audition-là, c'est face je gagne et pile tu perds. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quoi que vous disiez, vous êtes toujours suspecté de mentir dans la manière dont on va vous poser les questions. Vous revenez notamment sur le plan du bureau de PPDA et donc de l'étage à l'époque. Vous êtes tellement stressé de faire une erreur que vraiment vous repensez à la manière dont cet étage est fait, vous êtes capable d'en dessiner un plan parfait à ce moment-là pour se dire vraiment je veux prouver que je mens pas et eux trouvent ça suspect que ce soit aussi précis. Exactement. Il n'aurait pas été assez précis, ils auraient sans doute mis en doute ma mémoire ou ils auraient dit oui mais si vous vous souvenez pas des locaux précisément, peut-être que votre mémoire est faillible. Enfin bon, bref, je sais pas ce qu'ils auraient dit, mais en tout cas j'avais fourni un plan très précis et ça devenait suspect aussi. Donc effectivement, j'avais l'impression que quoi que je dise, quoi que je fasse, je perdais. Bilan psychologique, pareil, vous passez une forme d'examen psychologique, vous êtes évalué par une psychologue. Oui, c'est une expertise psychologique, comme c'est le cas dans n'importe quelle enquête préliminaire. Ce que vous précisez, c'est que PPDA, lui, ne passera jamais cette... Jamais, je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, non, je veux dire, jusqu'à présent, ne l'a jamais passé. Voilà. Donc vous êtes évalué sur est-ce que vous mentez ou pas, quel est votre profil psychologique, quelle est votre stabilité psychologique. Et ce qu'on vous reproche dans ce rapport notamment, c'est de ne pas avoir pleuré au bon moment. C'est ce que vous dites, vous. C'est qu'en fait, vous avez pleuré, pas pendant le récit des faits de viol, ce qui leur semble suspect. Oui. Vous avez fini par pleurer à la fin de l'entretien, mais ce n'était pas au bon moment. Et donc, vous avez, à la fin, un bilan qui est très à charge contre vous. Ah oui, c'est plus qu'à charge. Enfin, cette enquête préliminaire, il n'y a que des incohérences dedans. Et c'est pour ça que je me suis portée partie civile, parce que je n'étais pas du tout d'accord avec le classement sans suite qui a été prononcé par le procureur. Mais oui, effectivement, ce que je dénonce, c'est encore une fois une asymétrie entre la manière dont moi j'ai été traitée dans cette enquête préliminaire de 2021 et la manière dont le mis en cause a été traité. Encore une fois, moi, j'ai aucun problème avec le fait que la justice sache si j'ai une tendance à la fabulation, comme il a été demandé à la psychologue de finir. Mais je comprends. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec le fait que tous les protagonistes de l'affaire n'aient pas la même expertise psychologique pour savoir si ni l'un ni l'autre ont une tendance à la fabulation. C'est encore une fois, moi, c'est l'asymétrie que je dénonce et que je ne trouve pas normale. Et aussi, dans cette expertise psychologique, la psychologue était chargée de définir si j'étais capable de résister à la commission des faits. Et ça m'a choquée au-delà des mots. Vraiment, je trouve ça scandaleux parce que ce que ça veut dire, c'est que la victime a potentiellement une responsabilité dans le viol qu'elle a subi. Et ça, c'est dramatique pour une victime. Parce que, encore une fois, aller porter plainte, c'est pas anodin comme geste. On ne se lève pas le matin en se disant tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je vais porter plainte pour viol. Non, personne ne fait jamais ça. C'est Pourquoi des années. Est-ce qu'on le fait ? On le fait. Alors, je ne sais pas. Moi, je l'ai fait parce que j'ai eu besoin de le faire. J'ai appris que les faits de 2009 n'étaient pas prescrits comme je le pensais. Et donc, j'ai eu besoin d'aller dénoncer ces viols auprès de la justice parce que moi, je veux avancer, je veux une réparation. Me reconstruire. Oui, bien sûr, je veux me reconstruire. J'ai fait une psychothérapie, etc. Mais ça me semblait être l'étape ultime pour me reconstruire et puis surtout pour dire à la justice, je vous informe de crimes. Ce monsieur est potentiellement dangereux. J'avais besoin de le faire pour moi, mais aussi pour dire à la justice, il y a sûrement un problème. C'est pas anodin, effectivement. Non, c'est pas anodin. Années et puis, avant de décider de le faire. C'est des années. Et puis, je voudrais rappeler une chose, c'est que aucune femme n'a rien à gagner à dénoncer des violences sexuelles. Rien. On n'a rien à gagner. On n'est pas dans le système américain où parfois il y a des accords financiers qui se font pour éviter un procès, comme on l'a vu dans différentes affaires aux États-Unis. En France, ça ne marche pas comme ça.
Ça n'existe pas. Il n'y a même pas un exemple qui ferait exception pour confirmer la règle. Ça n'existe pas. Et moi, ce que j'ai constaté quand l'affaire est sortie, c'est avec tous les messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, etc., et encore maintenant, on me reproche d'être vénale et de faire ça pour l'argent. Mais quel argent ? Et vous rappelez qu'en moyenne, quand les procès aboutissent et qu'il y a condamnation, ce qui est déjà extrêmement rare, ce qui est déjà une extrême minorité, oui. La moyenne des indemnisations, je ne sais pas comment on dit, des dommages et intérêts, c'est 24 000 €. Oui, en 2020, une étude de 2020, c'était 24 000 € en moyenne. Donc, par rapport au préjudice subi, et encore une fois, pour ça reste une somme d'argent non négligeable, mais par rapport au préjudice subi, en tout cas, par rapport à ce que les gens imaginent, et je pense qu'ils imaginent des millions, parce que c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis parfois. Évidemment, on n'est pas sur le même ordre de grandeur. Et c'est 24 000 € en moyenne. Il faut savoir que après des années de procédure, ça coûte très très cher. Je ne sais plus quelle étude disait que ça coûtait à peu près 10 000 € une procédure pour viol à la victime. Voilà. Et puis il y a tout ce qu'on dépense comme argent pour essayer de guérir, de se reconstruire. Les psychothérapies, qui ne sont pas remboursées. Non, qui ne sont pas remboursées. Donc, je veux dire, même s'il y a un procès, même si la personne est déclarée coupable, même s'il y a des dommages et intérêts, donc là, on a beaucoup, beaucoup de si, et c'est très, très rare qu'on arrive là, statistiquement, encore faut-il que la somme que l'on reçoive puisse rembourser la victime de ses frais de justice, de ses frais médicaux, et ça arrive dans de très, très rares cas. Donc, non seulement on n'a rien à gagner, mais en plus, on a tout à perdre. Surtout quand on porte plainte contre une personnalité publique qui a été appréciée des Français pendant des décennies. Évidemment que quand il y a une sympathie qui s'est installée sur des dizaines d'années, c'est difficile à croire. Ça nous heurte, bien sûr. On pensait que ce monsieur était un type bien, etc. Et je ne peux pas en vouloir, bien sûr, aux Françaises et aux Français de le penser. Mais donc, forcément, on nous présume malhonnête, on nous présume vénal, bref. Non seulement nous n'avons rien à gagner à dénoncer des violences sexuelles, déjà en France en général, mais en plus, on a tout à perdre. Alors, dans ce livre, vous dénoncez le fait que le viol, le mot viol, ne porte pas en lui, finalement, toute l'horreur qu'il serait censé évoquer. Et j'aimerais lire un passage de votre livre qui m'a particulièrement marqué. Je ne veux plus que le mot viol soit un mot comme un autre pour les gens qui n'en ont jamais subi, alors que nous avons tant de mal à l'entendre et encore plus à le dire. Ce mot qui provoque au mieux une gêne, au pire des soupirs lassés. Je veux que ce mot viol, dès qu'il est prononcé, enclenche un début d'idée des sensations gravées en nous. Je veux que le mot viol provoque des réactions physiques, que ça vous retourne le bide et que vous sentiez la bile, que ça vous oppresse dans votre thorax et que vous cherchiez l'air, que vous vous sentiez si mal que vous ayez besoin de mettre votre corps à l'arrêt pour reprendre votre esprit parce que vous n'arrivez plus à réfléchir. Il est temps que cette réalité dégueulasse ne reste plus enfouie qu'en nous. Il est temps qu'elle vous jaillisse en pleine gueule, qu'elle vous éclabousse, qu'elle vous tâche, qu'elle vous indélébile aussi. C'est aussi ça que vous cherchez à faire avec votre livre, à donner, à comprendre finalement à ceux qui n'ont pas subi le viol, notamment les hommes, ce qu'est la réalité d'un viol et de ses conséquences. Oui, parce que ce que je dis dans le livre, c'est que quand j'entends des gens qui n'ont pas été violés parler des violences sexuelles, minimiser, défendre les mises en cause d'agressions sexuelles ou de viol, en fait, ils pensent savoir ce qu'est un viol parce qu'ils ont une vie sexuelle. Or, le viol n'a rien à voir avec la sexualité. Le viol est une violence, le viol est un crime. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on a une vie sexuelle qu'on peut imaginer ou espérer toucher du doigt ce qu'a vécu une victime de viol. Ce n'est pas possible, parce qu'on ne parle pas de sexualité. On parle de violence, on parle d'un crime. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, effectivement, avec les mots que j'ai essayé d'être les plus justes, les plus directs possibles, c'est de faire comprendre, en tout cas, d'essayer de s'approcher de ce qu'une victime de viol vit. C'est-à-dire que j'ai l'impression, encore une fois, en entendant ces gens, qu'ils pensent qu'un viol, c'est juste un rapport sexuel désagréable, plus ou moins désagréable, avec de la violence toujours, parce qu'on est toujours dans ces stéréotypes de la culture du viol qui sont véhiculés, et qu'on regrette. Non, un viol, c'est pas ça. Un viol, c'est une atteinte à l'intégrité physique et psychique, et c'est une atteinte à la dignité humaine. Voilà ce qu'est un viol. Et ça a des conséquences très importantes. Mais oui, on est tous différents. On est tous des êtres humains différents. On a tous, toutes, je vais mettre au féminin parce que l'écrasante majorité des victimes de viol sont des femmes, mais on a toutes un vécu différent, une sexualité différente. Quand les agressions arrivent, on a toutes des âges différents, etc. Bref, il y a autant de façons de réagir à un viol qu'il n'y a de victimes de viol. Et vous dites d'ailleurs que ça vous a marqué quand les 20 femmes qui ont témoigné contre PPDA sur Mediapart, les différentes réactions qu'elles ont.
Et qui montre qu'il y a une multitude finalement de profils, une multitude de réactions, et qu'on n'est jamais la même victime du même agresseur. Moi, ce que j'ai constaté quand j'ai revu l'émission de Mediapart de mai 2022, où nous étions effectivement une vingtaine de victimes du même agresseur sur le même plateau. La plupart ne se connaissaient pas avant le début de l'affaire. Certaines se rencontrent pour la première fois aujourd'hui. Bonjour à toutes. Vous venez de partout en France. Vous êtes journaliste, autrice, mais aussi employée de magasin, enseignante, bibliothécaire. Vous avez en commun d'avoir témoigné dans l'enquête judiciaire contre Patrick Poivre d'Arvor, présentateur star du journal télévisé de TF1 pendant 20 ans. C'est que nous avons toutes une façon différente de réagir aux violences que nous avons subies. Et donc, c'est l'illustration parfaite qu'il n'y a pas une façon de réagir ou d'être traumatisé par un viol ou une agression sexuelle. On réagit toutes de manière différente. Ça veut bien dire que la victime parfaite n'existe pas et qu'elles ne sont pas obligées de cocher toutes les cases. Aucune d'entre nous ne coche toutes les cases de la victime parfaite de la culture du viol. Aucune. Et donc, c'est une illustration parfaite qu'il y a autant de manières différentes de réagir à un viol qu'il n'y a de victimes de viol. Et une question que je me posais au fil de la lecture et à laquelle vous répondez à la fin, c'est quand on comprend les conséquences psychologiques que ça a eu, déjà les viols en soi, puis cette déflagration médiatique, puis le processus judiciaire qui est très douloureux également. Est-ce que vous regrettez d'avoir porté plainte contre PPDA quand on sait tout ce que ça va impliquer pour vous derrière? Alors non, je n'ai jamais regretté, parce que j'avais besoin de le faire. Donc je n'ai jamais regretté. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'on ait à subir autant de violences, autant d'humiliation, autant de honte, autant de renversement de responsabilité quand on porte plainte pour viol encore en France en 2021. C'est ça que je regrette. C'est qu'on ne devrait pas avoir à subir toute cette violence que j'ai pu subir ces 2 dernières années. Et ça, il faut que ça change. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour décortiquer les mécanismes, c'est pour essayer de trouver des solutions pour que je sois la dernière victime de viol d'une personnalité publique à être autant attaquée, insultée, diffamée, slut-shamée. Enfin, voilà. Enfin, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible aujourd'hui, en 2023, d'être à ce point traîné dans la boue juste pour avoir déposé une plainte. Encore une fois, moi, je n'ai pas dénoncé Patrick Poivre d'Arvor sur les réseaux sociaux comme on me le reproche beaucoup. Moi, j'ai déposé une plainte. Je suis allée voir la justice en leur disant « Voilà, il m'est arrivé ça ». Et une enquête se fait. Et vous n'êtes pas allé voir la presse, vous n'êtes pas allé sur les réseaux sociaux, et pourtant... Non, moi je dénonçais personne publiquement. Donc moi je suis allée voir la justice et c'est ce qu'on enjoint les femmes à faire d'ailleurs. Quand par exemple Elisabeth Badinter dit bah oui mais il faut que les victimes prennent leurs responsabilités, il faut qu'elles aillent porter plainte. Mais c'est une méconnaissance totale des mécanismes déjà par exemple de honte qui bloquent les femmes, parce que ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que dans 9 cas sur 10, les victimes de viol ne vont pas porter plainte. Pourquoi elles n'y vont pas? Dans plus d'une fois sur 2, elles n'y vont pas parce qu'elles ne veulent pas que cela se sache. Parce qu'elles ont honte. Et donc, à partir du moment où on n'a pas une réflexion sur la honte, sur ce sentiment qui bloque quand même plus d'une victime sur 2 d'aller porter plainte, tant qu'on n'aura pas pris ce sujet à bras-le-corps, tant qu'on n'aura pas réfléchi dessus, tant qu'on n'aura pas décrypté les mécanismes et les raisons pour lesquelles les victimes de viol ont honte, on ne pourra pas donner des injonctions aux femmes, aux victimes de viol, à aller porter plainte. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Vous avez toujours honte aujourd'hui de ce qui vous est arrivé? Oui, j'ai toujours honte aujourd'hui. Bien sûr, j'ai toujours honte aujourd'hui parce que, encore une fois, je vis dans une société qui est pétrie de culture du viol et on renvoie la responsabilité de ce qui m'est arrivé sur moi. Alors qu'encore une fois, le seul responsable des violences, c'est l'homme qui est violent ou la personne violente. Donc oui, j'ai toujours honte. Malgré tout, il y a une instruction en cours et moi, j'ai l'espoir que ça aboutisse sur un procès, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression de respirer, entre guillemets, médiatiquement? Parce que là, je constate quand même une différence de traitement depuis qu'il y a autant de femmes. C'est-à-dire que là, si vous étiez restée la seule à témoigner, ça n'aurait pas changé, évidemment, la réalité de ce que vous dites qui vous est arrivé. Mais peut-être beaucoup moins de gens vous auraient cru. Et j'ai eu la sensation que petit à petit, l'acharnement médiatique contre vous dont je parlais s'est calmé, voire et s'est retourné contre PPDA à partir du moment où il y a eu 40 femmes qui ont témoigné, où les gens ont commencé à se dire, bon, peut-être que Florence Porcel ne mentait pas. Et est-ce que ça, finalement, c'est pas
la meilleure façon pour vous de dépasser la honte, d'être cru par peut-être un plus grand nombre de personnes? Moi, de toute façon, j'ai déposé une plainte, l'instruction est en cours, je ne peux pas revenir en arrière. Par ailleurs, je ne le souhaite pas. Je suis très contente que l'instruction soit en cours. Bien sûr que le fait qu'il y ait d'autres victimes me permet de mieux vivre la médiatisation de l'affaire. Malgré tout, quand même, ce n'est pas normal que, même si j'étais restée la seule, et dans d'autres cas, elles sont seules, ce n'est pas normal qu'on présume des femmes malhonnêtes. Parce que c'est ça qui se passe. Dès qu'une femme accuse une personnalité de violence sexuelle, on les présume malhonnêtes, vénales, elles veulent la gloire et l'argent. Mais quelle gloire y a-t-il à dénoncer des violences sexuelles ? Personne n'a envie d'être connu pour avoir été violé. Personne. Et pareil, enfin, on ne va pas revenir sur le sujet de l'argent, mais on n'a rien à gagner. On a tout à perdre. Donc, il faut vraiment que le grand public comprenne que quand une femme dénonce des violences sexuelles, il y a toutes les chances pour qu'elle dise la vérité. Et avant de terminer cet entretien, j'aimerais qu'on revienne sur les conseils que vous donnez à la fin du livre pour dépasser cette honte, parce que vous essayez en tout cas de la dépasser, vous avez des stratégies, des techniques. Quelles sont-elles pour peut-être les personnes qui nous regardent et qui peut-être ont aussi vécu le même type de choses que vous? Comment on fait pour dépasser cette honte? Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de dépasser le seul cadre des violences sexuelles. Mais parlons des violences sexuelles. Ce qui pourrait aider, déjà, c'est d'appliquer la loi sur les cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Parce qu'il y a une loi qui dit que voilà, c'est un certain nombre d'heures pour tous les élèves, et cette loi n'est pas appliquée. Or, dans les cours d'éducation sexuelle, on expliquerait déjà ce qu'est une agression, ce qu'est un viol, rappeler les définitions pénales, mettre des limites, dire voilà, expliquer aux jeunes ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, quel genre de problème auquel on peut se confronter, on peut être amené à se confronter malheureusement et comment y réagir. Ça n'est pas appliqué. Donc déjà, faire appliquer la loi, tout simplement. Ce ne sont pas des solutions qui sont très difficiles à mettre en place, c'est simplement appliquer la loi. Alors bien sûr, il faut des moyens, il faut que ces cours d'éducation sexuelle soient dispensés par les bonnes personnes, des personnes formées. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut évidemment se débarrasser de la culture du viol. Et ça, malheureusement, comme c'est dans les mentalités, c'est les mentalités qui sont toujours les plus longues à évoluer. C'est dans la culture, c'est dans les médias. C'est dans la culture, c'est dans les médias. Alors, dans les médias, ça commence à évoluer, et c'est une très bonne chose, notamment dans le vocabulaire utilisé. On ne parle plus beaucoup, heureusement, de crimes passionnels quand il s'agit d'un féminicide, où on tourne moins, on minimise moins les crimes ou les violences sexistes et sexuelles. Donc là, il y a vraiment une évolution dans les médias, et c'est une très bonne chose, et il faut que ça continue. Donc il faut se débarrasser de la culture du viol, et il faut vraiment, et c'est pour ça que j'écris ce livre aujourd'hui, c'est pour rappeler des chiffres. Encore une fois, il faut arrêter de penser que le viol est un inconnu le soir, la nuit dans un parking avec les violences. La plupart du temps, c'est un proche de la victime et il n'y a pas de violence, et ça se passe en silence. Il faut aussi, par exemple, quand on est un homme et qu'on est amené à être... avoir des confidences d'une de ses proches qui dit qu'elle a été victime de violences sexuelles, il faut la croire. Il faut la croire parce que c'est très douloureux. C'est très douloureux de dire qu'on a été victime. Et encore une fois, les cas de mensonges sont rarissimes. Ils sont rarissimes. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est rarissime. L'espèce de panique morale de ce tribunal médiatique dont j'estime qu'il n'existe pas, toutes les femmes vont jeter des noms en pâture pour ruiner la vie de pauvres innocents, ça n'existe pas. On n'en a même pas de cas médiatiques là dont on pourrait parler. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, il faut arrêter avec cette panique morale. Ça n'existe pas. Aucune femme n'a rien à gagner et a tout à perdre à dénoncer des violences sexuelles. Statistiquement, ça pourrait potentiellement exister. Alors, femmes qui mentent, des femmes qui mentent, ça existe. C'est vraiment insignifiant statistiquement parlant. Et d'ailleurs, quand elles mentent, c'est pour se protéger elles-mêmes
des injonctions patriarcales qui pèsent sur elles la plupart du temps. Par exemple, quand des femmes dénoncent des violences sexuelles qu'elles n'ont pas subies, en général, elles sont mineures et elles ont peur que leurs parents les disputent parce qu'elles ont eu des rapports sexuels avec leur petite amie et que du coup elles paniquent et qu'elles disent que c'était un viol pour se protéger elles-mêmes. Et c'est très rapidement, il n'y a pas de poursuite, etc. Donc c'est encore une fois, il faut se débarrasser du patriarcat, globalement, dans lequel la culture du viol a une très grande place. Et donc, très majoritairement, les femmes disent la vérité. Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Florence Porcel, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre « Honte » est disponible aux éditions JC Lattès. C'est brillant, c'est sincère, c'est précis et vraiment, je le recommande très chaudement aux gens qui nous regardent. Cette émission et surtout ce livre sont vraiment importants à mes yeux pour réussir à déconstruire la culture du viol, pour permettre aux femmes agressées de parler, pour que nous prenions conscience collectivement de l'ampleur du drame des violences sexuelles et de leur caractère systémique. Pour qu'elles prennent fin, nous devons nous interroger sur leurs conséquences, mais surtout leurs causes. Et ça passe par la déconstruction de nos imaginaires sur le sujet. Donc si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vraiment, je vous demande plus que jamais de l'envoyer à vos proches, aux personnes de votre entourage qui peut-être n'ont pas forcément les bonnes réactions, ne comprennent pas le sujet, ont des doutes sur ce genre d'affaires et de la partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle enfin que Blast est un média complètement indépendant. Nous ne vivons que grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt.